Bien retrouvé. Dans cette vidéo, on va rentrer dans les détails de la méthode et du protocole et de la matrice et Effectivement, c'est tout cela. C'est un processus de transformation, c'est un protocole et c'est une matrice qui exploite les mécanismes et les connaissances des neurosciences, de la programmation neurolinguistique, de la thérapie brève, du coaching, de l'hypnose, de l'épigénétique et de la physique quantique. On peut voir en fait dans cette vidéo plus spécifiquement la méthode EDLA, comment ça s'articule. Et on va voir aussi comment, si tu étais un expert de la maîtrise de ce protocole, tu pourrais utiliser cette méthodologie-là. Juste dans quelque part dans cette vidéo, tu trouveras aussi un lien pour télécharger le guide ultime sur la matrice EDLA. Donc, avec les 7 domaines dans lesquels tu pourras utiliser la méthodologie, avec des 140 problématiques déjà codifiées, exploitables immédiatement, et qu'on savoir en fait l'étendue de la puissance de cette matrice. Donc, à l'issue de toutes les vidéos que tu as vues, tu as pu comprendre les zones d'influence du système de conviction, l'importance des systèmes de conviction, de croyance, indépendamment du limitant aux porteuses, donc fonctionnelles. Encore plus, d'une manière plus spécifique, on a vu quels sont l'impact de tous ces systèmes, c'est-à-dire comment notre vie est influencée directement et toutes les problématiques dues à l'être humain partent dans cette base. Dans cette base, après, ils vont ramifier dans toutes les 5 dimensions, la partie émotionnelle, la partie subconsciente, la partie inconsciente, la partie énergétique et la partie corporelle. Et c'est bien l'activateur, en fait, il faut le voir comme toutes nos problématiques ont une source d'activateur, notre système de conviction, et après, comme effet, porte celle que nos clients nous partagent quand ils viennent nous voir. Donc, on va rentrer plus dans la méthodologie, on va voir en fait un peu comment ça se compose et entrer vraiment dans un peu cette vue du sujet. Comme ça, tu pourras avoir déjà une idée un peu plus claire de OK, comment on met en place le protocole EDLA et surtout par quelle phase on fait passer en fait nos patients clients. Juste avant de te donner la possibilité de visionner tout cela dans chaque détail, je veux juste en fait te donner une compréhension rapide de l'acronyme en fait EDLA. EDLA, au-delà du son qui porte à cette association d'aide, en réalité cache les 4 phases principales de toute la méthodologie. Le E, c'est extraction, donc les comme extraction, dans lesquelles dans cette phase-là, on va justement, à travers la méthodologie, entrer dans la recherche, dans l'extraction, celle qu'on appelle justement une extraction. Et une extraction, normalement, c'est quelque chose qui va prendre quelque chose qui est bien raciné au fond et on le reporte en fait en surface. Effectivement, dans cette première phase, dans l'inconscient, on remontera les informations vers le conscient et on va comprendre quels sont les piliers, quelles sont les références, où sont les patterns dysfonctionnels, quel est le pattern dysfonctionnel le plus grand et comment on le sélectionne, comment en fait on le choisit pour travailler sur le dossier total en fait de le patient. Après, on rentre dans la deuxième phase que c'est la D, donc ED. Et dans le D, c'est dissociation ou diffusion. La dissociation, en fait, ça sert à, dans cette deuxième phase, les clients, ils se retrouvent en fait avec tout un dossier, ce qu'on appelle en fait un dossier d'implication, dans lequel il y a plusieurs parties de son corps, comme on l'a vu dans cette 5 dimensions, qui ont été influencées par cette pattern-là. Et donc là, on va commencer avant de devenir notre client, il faut le voir comme s'il avait une seule et unique nœud, tout ensemble, tout est mélangé. L'association identitaire à cette pattern dysfonctionnelle, l'association émotionnelle, le jugement, la condamnation, l'estime, les valeurs de soi, la confiance en soi qui est baissée, son système vibratoire. On voit que tout cela
Et associé à cette pattern-là, et donc dans cette deuxième phase-là, on va commencer à dissocier, c'est-à-dire à mettre, oui, encore dans la balance de la perception négative, mais on commence à les voir en fait une par une et pas d'un seul bloc. Parce que l'idée de dissocier toute cette partie, ça nous permet effectivement de pouvoir voir que c'est beaucoup plus simple et la personne elle est capable de voir en fait toutes ces parties de soi. Dans la troisième phase, ça nous permet, grâce justement à l'extraction, grâce à la dissociation, de commencer à avoir identifié quelles sont les références, quels sont les piliers. Et là, on va dans le L, dans la libération. Dans la libération, justement, on va défaire toutes ces références, on va défaire en fait ce pattern dysfonctionnel pour après arriver dans la quatrième phase, qui c'est cet ancrage de cette nouvelle association intégrative identitaire. Et c'est à partir de ce moment dans lequel, dès qu'on a extrait, dès qu'on a dissocié, dès qu'on a libéré, on entre dans l'ancrage dans lequel on va, à partir de ce moment, réintégrer à l'intérieur, à travers justement cette technique aussi de réassociation, toutes les parties intégrantes dans la nouvelle version, avec les nouvelles références, avec les nouveaux piliers vers cette association, cette nouvelle association qui permettra immédiatement à ton client patient de commencer à agir pour aller dans cette soi idéale. Ok? Donc, ça, dans cette bien-être, épanouissement, immédiatement, juste après avoir vécu cette quatre, on peut dire, passages à travers la méthodologie. Bien entendu, tout cela, on le fait à travers le protocole qui est composé par 28 étapes et on va voir par contre quelles sont les phases de quand un client il nous contacte à quand le client il est dans sa réalisation d'objectifs. Et après, comme ça, tu pourras comprendre aussi vraiment tout cette étendue-là pour venir à d'avoir en fait une vision beaucoup plus claire et plus performante dans la méthode et de là. Donc, on arrête de discuter par rapport à celle-ci et je te laisse aller voir en fait cette vidéo. Et comme d'habitude, on se retrouvera à la fin de cette dernière vidéo bonus. Allez, très belle continuation de vision à toi et à tout bientôt. Ce qui est intéressant, c'est que vous devez changer la vision. Quand le client vient à vous, vient avec les résistances. Il a déjà ses résistances. Il a déjà ses limites. Quand il vient à nous, et nous utilisons Aidela, ce n'est pas qu'on élimine toutes les résistances. En fait, nous, on lui permet d'arriver à B sans activer les résistances et en débloquant effectivement le point qui fait que tous ces systèmes se maintiennent en place. Entre deux experts qui pratiquent l'efficacité et l'efficience, et celui-là qui pratique l'efficience ou qui sait être efficient, au plus efficient, est quelqu'un de plus performant. Et donc, on entre dans d'autres niveaux de compétences, d'autres niveaux d'expertise. Et moi, je veux vous amener à cette excellence. Parce que pour moi, si on a les outils ou les capacités ou les connaissances pour le faire, et on ne veut pas le faire, c'est un choix. Ce n'est plus une histoire de possible. Parce que si ça existe, c'est possible. Si on ne veut pas le rendre possible, c'est un choix. Mais on doit s'enlever les masques et dire « Ah non, mais on ne peut pas le faire. » Non, tu n'es pas capable de le faire. Et c'est acceptable, parce que chacun décide de comment mener sa vie. Et ce n'est pas une étiquette à placer, mais c'est une constatation objective. Et c'est qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui fera la différence dorénavant dans vos accompagnements et dans vos collègues externes qui n'ont pas cette capacité, cette vision ou cette expertise que vous allez acquérir. Et de là, pousse toutes les limites à fond, toutes les limites de connaissances à fond. Il va chercher le plus haut niveau de performance dans chaque partie d'interaction avec nos clients et dans ces mécanismes de fonctionnement. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, il va falloir en fait que je vous partage la vision
que ça nous permettra de mieux accompagner nos clients sur laquelle ça se base de là. Il y a une vision, comme chaque chose, tout est basé par une vision. Si vous pensez à votre vie et à notre vie et à tout ce qui nous entoure, tout a commencé par une image, une vision. Si vous pensez en fait à les frères Wright, qui sont fait l'avion, les premiers modèles d'avion, ils ne se sont pas levés un matin et ils se sont dit, tiens, on met ensemble deux choses et on vole. Non. Ils sont imaginés de pouvoir voler, se voyaient en fait dans les ciels. Après, ils se sont dit, OK, cool cette image, cool cette vision. Et comment je vais la mettre en place? Et ils ont commencé à construire le modèle. Donc, tout ça démarre toujours par une vision. Et la vision de là est celle-ci. Mieux que ça. Voilà. Une partie là. Une partie là. Et OK. Comme vous pouvez la voir, essayez en tout cas d'imaginer qu'il soit en fait une montagne, OK, avec un plateau à droite, un plateau à gauche, une sommité, en fait une hauteur maximum, et une montée et une descente. OK? Assez simple. Et que nous avons, je vais utiliser plutôt des petits points, mais c'est la même chose. OK? Nous avons ici notre client. OK? Donc ça, c'est notre client. Et quand le client arrive à nous, en tout cas, dans toutes les formations, dans toutes les choses, on parle beaucoup de responsabilité, on parle beaucoup de si le client ne fait pas ce qu'il doit faire, je ne suis pas là, je ne suis pas magicien, ce n'est pas ma faute. Si lui ne fait pas ce qu'il a à faire. Chacun a enseigné dans les années une vision d'accompagner l'être humain. Et cette vision commune, jusqu'à présent, avant qu'il y ait de l'arrivée, était de, effectivement, un client tape à notre porte, nous faisons en fait ce que nous avons de mieux à offrir pour le client, mais si lui après il ne décide pas de faire sa part, bah, c'est pas en fait. Moi j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire. Okay? Eh bien en fait, ce n'est pas la même vision que Edela héberge en soi. En tout cas, quand je parle d'Edela, je parle de la mienne, bien entendu. Okay? Euh, dans la vision, dans ma vision, et donc dans celle d'Edela, ok, oui, effectivement, quand le client, avant d'arriver à nous, ok, avant d'arriver à nous, ok, ok. Donc ici, le client a quoi? Une certaine forme de responsabilité, ok, certaine forme de responsabilité, c'est-à-dire que il sait ou il ne sait pas ce qui ça arrive dans sa vie, mais en tout cas, ce qu'il vit est un blocage ou en envie de dépasser. Voilà. Sortons du contexte que forcément à nous arrivent des personnes, ou doit arriver à nous des personnes qui ont un problème. Non, il peut y avoir des personnes qui ont des désirs de mieux attendre quelque chose dans leur vie. Donc, pas forcément un problématique, on peut dire négatif. Ça peut être aussi, je veux réussir en fait dans ma profession et je veux avoir la route la plus plate possible. Est-ce que tu peux m'aider à voir éventuellement si j'aurais des obstacles, des choses comme ça? Je veux mieux performer. Okay? Donc, ça ne veut pas dire qu'il vient forcément avec une blessure. C'est un peu comme quelqu'un qui participe à une Olympiade. Euh, il va voir en fait un préparateur. Il ne va pas avoir un soigneur. C'est-à-dire, il n'a pas une cheville cassée. Il va voir un orthopédique pour mieux réparer sa cheville pour qu'il puisse courir. Non, il va avoir une préparation pour améliorer ses chances de réussite.
Donc, il peut y avoir ces deux types de personnes-là qui arrivent à nous. Quelqu'un qui a un blocage, souffrance, ou un désir, plaisir. OK? Donc, il a une responsabilité sur son état de conscience. Donc, ce sont, mettons les cas, ce sont désirs problèmes ou, ou dans son blocage problème ou dans son désir tout simplement. Donc, il y a une responsabilité. Donc, effectivement, jusqu'à quand lui, il est dans cette partie-là, donc ça, c'est sa vie. Il faut dire que ça, c'est la vie de notre client. OK? Ça, c'est sa vie. Ils lui appartiennent avec tous les contextes qui vont avec. Lui, ici, il a une responsabilité, on peut dire, de 100%. OK? Il y a ce pourcentage-là. On n'entre pas dans les zones d'influence. Oui, non, mais dans la vie, nous ne sommes jamais responsables, on est influenceur. On s'en fiche. On parle d'un problème, son problème à lui. C'est-à-dire de passer entre A, qui est sa souffrance, blocage, désir, à B, situation idéale. Je parle de ce cas-là. OK? Donc, quand la personne, il est là, effectivement, lui, il est 100% responsable. Et nous, ici, dans cette vision-là, pour le moment, par rapport en fait à ce modèle qu'on regarde ici à l'écran, nous sommes en fait ici, pour le moment, responsables à 0%. C'est-à-dire de tout ce qui se passe ici, il n'y a aucune connexion. OK? La situation avance, c'est-à-dire que le client, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa zone de responsabilité, il se regarde, il dit, oui, mais j'ai un problème et je veux trouver une solution. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, en fait, décide de venir, OK, nous voir. OK? Donc, dans ce point-là, qui était avant, bah, lui bouge, OK? Et, bouge, ça ne veut pas dire enlever JJ. Voilà. Lui, il bouge de là et il vient nous voir, OK? Et donc, il dit, ouais, Gennaro, il vient nous voir là. Il dit, Gennaro, j'ai un problème. Je veux effectivement avancer dans ma vie, des choses comme ça, bababi, baba. En fait, il vient nous voir, OK, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi il y a cette truc qui s'est mis là. OK, désolé. Donc, il vient nous voir et dans cette partie-là, OK, les jeux de responsabilité commencent à bouger. OK? Nous sommes à ce moment-là, celle qui était la condition initiale, qui était celle-ci, dans laquelle nous sommes à 0 et lui, il est à 100%. Ici, en fait, les choses ne sont plus de la même façon. Parce que du moment qu'il, lui, il est venu nous voir, les nouvelles formes de responsabilité doivent changer. Et je vais bien employer ce mot-là, doivent changer. À partir de ce moment, ici, pour tout ce que ça concerne, en fait, l'efficience, la puissance de nos accompagnements, ici, nous devons faire quoi? Dans ce nouvel contexte, si nous acceptons de prendre en compte, en fait, cette demande, nous arrivons, en fait, dans en fait, un autre cas de situation dans lequel notre responsabilité va chercher ces quotas-là et que sa nouvelle en fait, responsabilité vient toucher à une toute petite partie. C'est quoi les 80% et c'est quoi les 20%? C'est que le client, à la fin de l'histoire, pour lui, son désir, c'est de... Pardon, des fois, il ne prend pas les commandes. Son désir, c'est d'être ici, dans lequel ici, qu'est-ce qu'on retrouve dans d'autres parties du plateau, selon vous? On trouve son état idéal. OK? Son état idéal, c'est-à-dire être dans cette soi idéal, on appelle, c'est-à-dire cet alignement entre ce que je vis et ce que je veux, qui soit le plus aligné possible pour mon épanouissement, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel. Donc, lui, il veut être dans
cette situation idéale, c'est-à-dire avoir dépassé ce qui était son dysfonction, avoir dépassé tout ce qui est, et ici, être à la fin dans cette situation idéale. OK? Mais pour être dans cette situation idéale, lui, il n'a pas les outils pour faire tout ça tout seul. OK? Et c'est pour ça qu'il fait appel à un expert. Les 80% et 20% correspondent à faire en fait en sorte que, à travers nos compétences, nos outils, peu importe notre expérience professionnelle, nous puissions en fait faire le parcours, OK, pour que on puisse arriver à être à la fin de ce parcours dans lequel on a accompagné, bien entendu, nos clients, OK, pour que une fois que le client a terminé ce voyage de responsabilité de solution, il revient sous une nouvelle situation de responsabilité qui est la suivante. « 100% de nouvelles, il reprendra le 100% de responsabilité. Si vous allez voir, dans cet contexte et dans cet schéma-là, si vous allez voir en fait un peu les jeux de responsabilité, c'est que avant ces zones d'influence dans lesquelles nos clients ne sont pas avec nous, OK, ils sont effectivement 100% responsables. C'est-à-dire que si lui ne décide pas de faire le pas initial ici et qu'il vient ici, bah, nous n'avons aucun pouvoir. Mais dès qu'il le fait, on ne peut plus dire non, mais c'est du 50%, il a sa part de responsabilité. Non, parce qu'en fait, lui, il n'a pas ni les connaissances, ni les outils, et ni les compétences pour passer de A à B. Il n'a pas. Sinon, si c'était vrai, nous, en tant que métier d'accompagnant, on ne devait pas exister. Si tout le monde avait ça. Donc, ils ne l'ont pas. Et ici, cette zone, c'est une zone qui reste assez grise dans la formation moderne, même si c'est une zone, en fait, même cette zone-là, c'est un peu une zone grise. Parce qu'ici, malheureusement, par une situation de déresponsabilité par rapport à la compétence et ou l'inefficacité de la formation qu'on a, ça nous permet de porter cette masque, de dire « Ah non, mais moi, j'ai fait. T'as rien, maintenant c'est à toi. Tu ne fais pas, tu ne réussis pas. Je ne peux pas rien, je ne peux rien pour toi. » Chose que dans Edlan, ce n'est pas comme ça. Nous, on enlève tout ce qui est enlevé grâce à nos compétences. On assume quasi la totalité des responsabilités dans cette phase-là, c'est-à-dire session, transformation ou en tout cas accompagnement. Une fois qu'on a fait ce qu'on devait faire, mais qu'on arrive ici par contre avec un résultat, c'est-à-dire que quand on arrive en bas de cette descente en fait qu'on a fait ici, ça c'est le résultat de transformation. Ici, de A, c'est la zone de blocage. C'était, en fait, si vous voulez, il y a la partie 1, la partie 2 qu'on va voir et la partie 3, OK, de cet accompagnement. Nous, une fois qu'on arrive à 3, c'est parce que nous, on a fait ça, résultat de transformation, c'est-à-dire on a enlevé effectivement cette condition qui, à l'intérieur de la personne, l'empêchait de pouvoir être dans sa situation idéale, mécaniquement, physiquement et objectivement. Ce n'est pas subjectif, c'est objectif. C'est un résultat objectif qu'on doit fournir, dans lequel on dit, tu me payes, je prends en charge ma responsabilité d'expert. Après, on peut dire non, je ne prends pas.
Mais si on dit oui, on ne doit plus jouer au jeu de se cacher derrière l'incompétence. Et quand, justement, on affronte en fait les sessions avec nos clients comme ça, avec cette mentalité, cette attitude, nous, on a besoin que lui, il nous suit. Le 20% que vous voyez ici, au début ici, et que c'est celui-là qui lui a amené à être ici, ne sont pas de devoir faire. Non. Il doit suivre. Nous sommes le phare, nous sommes le guide, nous indiquons la route, nous faisons la route ensemble et on nous assurons que lui, il puisse la faire, ou elle, je parle lui, client, il puisse la faire dans les meilleures conditions possibles, qu'il soit en termes de sécurité, qu'il soit en termes d'expérience, qu'il soit en termes de transformation. Parce que les problèmes des personnes, c'est que quand ils arrivent à nous, ils arrivent avec un bagage. D'ailleurs, je reviens à la petite accroche de Karim, les biais cognitifs. D'ailleurs, pourquoi EDELA est autant puissant? À différence des autres méthodes d'interaction, on utilise celle qui est techniquement, on appelle disputing. Okay? La façon d'interagir avec quelqu'un s'appelle disputing. Qu'est-ce que c'est le disputing? C'est une interaction commune entre deux personnes, donc dans cette occasion entre le technicien, l'expert et la personne, l'individu, dans lesquelles, dans une confrontation de vie, d'échange, de vision, de partage, on fait on essaie d'actualiser une transformation. Les problèmes du disputing, c'est que c'est une ancienne méthodologie d'accompagner les personnes qui est par contre piégée par plein de choses. Mais celle qui est plus mise en place en disputing, c'est l'une des bêtes noires les plus grandes que tous les métiers de l'accompagnement humain, et quand je parle de tous les métiers, vous devez penser vraiment à tous les métiers. Dès qu'il y a le mot changement, c'est-à-dire je veux aller de A à B, et je mets les disputing, ça peut être sur perdre du poids, coaching parental, psychothérapie, psychologie, hypnothérapie, tout, nutritionniste, tout A, B. C'est la résistance au changement. La résistance au changement est l'une des difficultés majeures à devoir en fait prendre en compte comme une certitude. Il y aura toujours une résistance parce que le système de l'être humain est fait que notre expérience de vie, nos convictions passées, nos expériences passées, nos biais cognitifs, nos systèmes décisionnels qui est piégé par ces deux mondes, font que dès que je mets en place cette interaction en disputing, donc cette façon d'interagir par nos pensées et nos expériences, font que on trouve une contraposition en face. Parce que, je fais un exemple, ça peut être aussi que pendant cette formation, vous allez vivre une toute petite forme de résistance. Parce que peut-être que vous venez ici avec votre bagage d'expérience et donc votre propre vision à la connaissance être humaine qui va peut-être, et j'utilise bien le peut-être, trouver des divergences ou des visions contraires qui vont quand même titiller cette partie de résistance pour dire, mais attends, est-ce que réellement ce qu'il dit GG est vrai? Ou même si est vrai, mais je ne la pense pas comme ça. Donc, je pense qu'il y a un peu bullshit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, effectivement, c'est un système de protection. La résistance au changement n'est ni plus ni moins qu'un système de protection qui nous permet effectivement de préserver notre survivance et nous permettre d'avoir une idée propre à nous à la vie. En général, à la vie. Je ne parle pas uniquement de si je pense que je préfère la mer à la montagne. C'est toute la vision du monde, ce qu'on appelle la carte du monde de notre propre expérience est gouvernée par cette forme de protection qui n'a pas le but d'embêter les thérapeutes, a le but de préserver l'espèce humaine. OK?
Ça nous permet de prendre les distances parfois, ça nous permet de se dissocier, mais à la fois, elle peut être aidante, OK? Et à la fois, dans un contexte d'évolution, elle peut être en fait une grande corde invisible attachée à nos chevilles, avec une énorme boule à métal. Et pour nous, nous thérapeutes, quand un client arrive avec son bagage d'expérience, ben, une des premières difficultés, c'est comment je fais pour ne pas activer sa résistance. Comment je fais sans connaître qui est, qu'est-ce qu'il a dans sa vie et tout ça. Comment je fais éviter de devoir confronter, de devoir activer ces systèmes de protection qui va faire quoi? Rallonger les sessions, tourner autour de peau, c'est des sensations que je pense que peut-être vous avez déjà vécues si vous avez déjà accompagné des personnes. Cette manquance de rapidité ou que le client il revient en arrière. On pensait qu'on avait reçu quelque chose et qu'on se retrouve peut-être quelques sessions d'après à revenir un peu sur le même sujet. Un peu ces comportements, en fait, un pas en avant et deux en arrière. Ou, waouh, pour faire cette pas en avant, waouh, qu'est-ce que j'ai dû galérer pour le faire cette pas en avant. OK? Donc, toute cette fatigue. Tout ça, ça vient par ce mécanisme de protection. Et ça vient aussi parce que dans les anciens modèles d'accompagner, de vision d'accompagner l'être humain, on est dans cette déresponsabilisation et donc une non-responsabilisation totale, ou en tout cas majoritaire, de si de A, il ne va pas à B, j'ai fait quelque chose qui n'était pas fonctionnel pour le client, ou pas optimal, ou pas efficient, ou pas efficace pour le client. Parce que si nous avons les bons outils, les bonnes connaissances, les bonnes compétences, A à B, c'est à nous de le faire. Et je vous utilise des métaphores, même si c'est un peu poussé loin, mais essayez de prendre le sens de cette métaphore. Imaginez que vous avez, j'imagine, tous vu, ou peut-être que vous l'avez, une télé. OK? Et que vous arrivez à la maison, vous allumez sur la télé, et cette télé-là, ça n'allume plus. Et vous dites, oh, zut. Bon, qu'est-ce que je fais? Je prends la télé, je vais chez un réparateur, je rentre dans le magasin, je vois bien un réparateur de télé, je pose la télé, j'explique qu'il ne s'allume plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Le professionnel à l'occasion, il dit, OK, madame, je vais prendre la télé, je vais l'analyser, je vais faire un devis, je vous appelle et je vous dis, combien ça coûte cette réparation? Vous décidez de la faire, je la répare. Vous décidez que c'est trop cher, vous pouvez faire en acheter un autre, vous en achetez un autre. OK? C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes d'accord? En règle générale? OK, super. Donc, ça, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que lui est l'expert. Lui, c'est à travers son analyse, à travers son compétence, il va voir en fait où est le problème. Après, il fait un diagnostic et après, il décide de vous mettre en fait face à une responsabilité de décision. Vous lui donnez l'accord, il repart, vous repartez avec la télé qui fonctionne. Euh, oui, Stéphanie. Alors, c'est sûrement une résistance au changement, hein. Mais en fait, j'entends, enfin, ça veut dire que on aura du résultat. On est garant du résultat. Oui, avec de là, oui. Et, ouais, et oui, tu as raison, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend dans nos anciennes formations, en tout cas. Si on revient à la métaphore en fait de la télé, donc je vous ai dit, pensez à cet système fonctionnel réel. Ah, donc, problème de télé. Maintenant, pensez à une autre situation. Toujours la même situation. Votre télé ne marche pas et vous faites la même chose. Vous allez dans le magasin, vous entrez bien dans les bons magasins avec les bons réparateurs de télé et que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la télé et dit, oui, oui, ok, j'ai compris. Qu'est-ce que c'est le problème? Va derrière, en fait, le magasin, il revient devant, il vous donne une boîte
OK? Avec un soudeur, avec des fils, des bobines, des trucs, des composants. Il vous donne la télé qui ne fonctionne pas. Il vous donne la télé, il vous donne cette caisse-là et vous dit, ben voilà, maintenant, vous devez faire en fait la réparation. Ça, c'est le problème. C'est cet interrupteur-là, ce bouton-là qui ne fonctionne pas. Vous avez tout là-dedans. Allez-y, vous pouvez la réparer. Et vous payez cette personne parce qu'il vous a donné un matériel. Mais sincèrement, sur 10 personnes, à part le geek qui est toujours dans les 10 personnes, et qui peut-être qu'il va se débrouiller avec, parce que ça lui plaît, mais les mains dans le cambrouille, les 9 personnes vont se retrouver à la maison avec une télé qui ne fonctionnera pas, avec des outils qu'il ne sait pas utiliser pour réparer ces dysfonctionnements-là. Eh bien, en fait, ces deux métaphores incarnent pleinement celle qui est la vision d'aide-là, c'est-à-dire quand quelqu'un vient à nous, nous avons les compétences de comprendre, d'analyser, de trouver les problèmes, de le tenir présent dans cette 20% de présence à nos clients, qui lui, ici, il dit, ah oh, oui, ok, mais comment j'avance là-dedans? Ok, j'ai compris que. Et toi, tu dis, non, pas de problème, je voulais juste savoir, est-ce que c'est bien là-dedans? Est-ce qu'on avance bien? Oui, je veux. Ok, ben, t'inquiète, t'as pas la caisse, c'est moi qui ai la caisse. On y vient ensemble. Je fais la réparation et après, tu repartiras avec la télé qui fonctionne et les indications pour éviter de reproduire le même problème. C'est cette zone d'après, cette zone-là. C'est ici, on a fait quoi? La personne est arrivée avec sa télé, on a fait l'analyse. Donc ici, il est venu avec sa télé qui ne fonctionnait pas. On a fait l'analyse, on a trouvé la panne, on a dit, OK, tu es OK qu'on avance là-dessus? C'est OK, on y va? On transforme tout? Yes. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend en transformation, réparation télé, on arrive en bas, on redonne de nouveau la télé qui fonctionne. Le client, il est content, repart. Et ici, par contre, repart avec quoi? Avec le manuel d'instruction complète, pas technique, c'est-à-dire de fonctionnement, de bon fonctionnement, pour éviter qu'il retourne dans cette cas-là. Après, ça ne veut pas dire que sa télé, qui ici, il avait, je fais un exemple, le bouton qui ne fonctionnait pas, un jour X, il puisse avoir en fait un composant qui pètera, parce que c'est tout à fait normal, ok? Mais c'est une autre chose. Il ne revient pas en fait de nouveau ici, il ne fait pas le tour pour venir ici et dire, eh non, mais ma télé, il y a toujours le bouton qui ne fonctionne pas. Non, ça c'est fini. C'est fini, ok? Et de là, pousse tous les limites à fond, tous les limites de connaissance à fond. Il va chercher le plus haut niveau de performance dans chaque partie d'interaction avec nos clients et dans ces mécanismes de fonctionnement qu'on y rentrera, bien entendu, à fur et à mesure, doucement, dans toute cette partie-là. OK? Super. Merci. Moi, je suis un adepte d'une chose. Et vous allez m'entendre tout le long, tout le long, tout le long de ce parcours de formation ensemble. Efficience. Efficience. Tout le temps. Comment je fais que j'amène mon client à son résultat optimal en utilisant moins de ressources possibles et qu'il soit le plus confortable possible pour mon client? Ça fait partie de l'efficience. Et efficience, c'est le plus haut niveau de performance qui existe. Parce que tout le monde peut obtenir un résultat. Je fais l'exemple, je veux perdre 10 kilos. Si je mets 2 ans, je mets 4 ans, je mets 10 ans ou je mets 20 ans, si j'ai perdu 10 kilos, et si je suis un expert qui accompagne les clients, j'étais efficace. Pourquoi? Efficacité, ça veut dire attendre ce qui était le point d'arrivée. OK? Convenu. Donc ça, c'est être efficace. J'étais efficace. J'étais à A, j'avais dit que je vais aller à B et je l'ai fait. L'efficacité, c'est un niveau de l'échelle de la performance le plus bas. Le plus haut, c'est l'efficience. Pourquoi? Parce que l'efficience inclut que tu as atteint le résultat, donc tu étais efficace.
parce que tu as perdu les 10 kilos. Mais au lieu de mettre une année, tu as mis 2 mois, 3 mois. Donc, entre deux experts qui pratiquent l'efficacité et l'efficience, celui-là qui pratique l'efficience ou qui sait être efficient, au plus efficient, est quelqu'un de plus performant. Et donc, on entre dans d'autres niveaux de compétences, d'autres niveaux d'expertise. Et moi, je veux vous amener à cette excellence. Parce que pour moi, si on a les outils ou les capacités ou les connaissances pour le faire, et on ne veut pas le faire, c'est un choix. Ce n'est plus une histoire de possible. Parce que s'ils existent, c'est possible. Si on ne veut pas le rendre possible, c'est un choix. Mais on doit s'enlever les masques et dire « Ah non, mais on ne peut pas le faire. » Non, tu n'es pas capable de le faire. Et c'est acceptable, parce que chacun décide de comment mener sa vie. Et ce n'est pas une étiquette à placer. Mais c'est une constatation objective. Et c'est qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui fera la différence dorénavant dans vos accompagnements et dans vos collègues externes qui n'ont pas cette capacité, cette vision ou cette expertise que vous allez acquérir. Ou cette vision même, déjà de voir comment accompagner vos clients. Parce que vous allez entrer dans une nouvelle zone de jeu. Il n'est plus la zone « je me contente de ». Non, non, non. Je ne participe plus à les Olympiades de l'école. Je suis en compétition mondiale dans laquelle il n'y en a pas 10 qui gagnent. Il n'y a pas 10 milliards de petits champions. Non. Quand on est en compétition mondiale, il y aura malheureusement un gagnant. Il y a un champion des 100 mètres du monde. Il y en a un. Il n'y en a pas 10 parce qu'on joue sur cette compétition. Et nous, ce n'est pas une histoire qu'on veut faire. Et attention, loin de penser à faire ça, à voir ça comme une compétition avec nos camarades ou avec nos collègues. Rien voir ça. On fait une compétition avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a envie d'acquérir celles qui sont les notions, les capacités, les compétences pour faire sorte que quand quelqu'un tape à notre porte, cette responsabilité qu'on décide ou pas d'assumer soit faite dans le plus haut niveau de performance. Et on veut jouer à ces jeux-là avec nous-mêmes pour nos clients. Parce que quand nous pouvons, tout en respectant les comportements d'ontologie, de bienveillance, de respect de tout le monde, c'est-à-dire pour nos concurrents et nos clients et nous-mêmes, le but n'est pas de faire la course, mais c'est voir en fait ces grands avantages, ces grands bénéfices, ce monde win-win qu'on a envie d'offrir à nos clients. Parce qu'effectivement, un client qui perd 10 kilos en une année sera sûrement satisfait d'avoir atteint les 10 kilos. Quelqu'un qui attend les 10 kilos en 2 mois, est-ce que nous avons les compétences pour, tout en respectant le fonctionnement du corps, c'est-à-dire on ne va pas faire en fait des dommages, okay? Tout en respectant les bonnes formes. Mais si tout en respectant les bonnes formes, ça n'a aucun effet collatéral, on n'a que des avantages, et que le client en fait en 2 mois 10 kilos, ça veut dire que les mois à suivre sur l'année, c'est-à-dire donc si en 2 mois on l'a fait, ça veut dire que la personne pendant 10 mois va bénéficier de ce résultat. OK? Donc ça veut dire que il l'utilise 2 mois et après il va sur la même situation, il va avoir à disposition 10 mois de bénéfices. Et une des ressources plus précieuses que nous avons au monde, c'est le temps. Et avoir la possibilité d'exploiter différemment le temps avec les bénéfices, c'est un avantage de compétences uniques et surtout différenciantes. Parce que après que lui utilise il utilise ces 10 mois comme il souhaite. Mais il n'aura plus à s'associer en fait de faire encore du régime, des restrictions, des privations, du sport à fond. Après, lui, il est libre d'exploiter les 10 mois
Mais nous, on était à lui donner la possibilité de, au lieu de se priver pendant ces 10 mois, au lieu d'être encore dans les compromis, dans les frustrations, dans les petites compétitions avec soi-même ou les petits défis à dépasser, non, on va avoir en fait de l'énergie positive à disposition, à bien utiliser, bien entendu. OK? Je vois qu'il y avait un petit message fait voir. Christelle, grâce à la méthode de là, on arrive à dégommer toutes les résistances à là. C'est ce qu'il y en a de dire? Ouais. Avec aide là, effectivement, on active. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous devez changer la vision. Quand le client vient à vous, vient avec les résistances. Il a déjà ses résistances. Il a déjà ses limites. Quand il vient à nous, et nous utilisons aide-là, ce n'est pas qu'on élimine toutes les résistances. En fait, nous, on lui permet d'arriver à B sans activer les résistances et en débloquant effectivement le point qui fait que tous ces systèmes se maintiennent en place. Il y a sûrement des besoins, il y a sûrement des nécessités que tous ces systèmes, ça se mette en place. Et ça se maintient. Parce qu'en fait, nous fonctionnons par osmose. En bout de moment, dans notre vie, notre corps, notre esprit, notre vision, notre monde, trouve en fait un équilibre entre notre identité, qui est remplie aussi de valeurs, que vous allez voir, en fait, les valeurs ne sont que des croyances, font partie du monde des croyances. Donc, c'est un alignement qu'on arrive. Ça ne veut pas dire qu'on est content ou pas. C'est-à-dire que dans notre évolution, on arrive en bout de moment à se forger une personnalité. Normalement, ça se forme jusqu'à l'âge de 35 ans. C'est pour ça que c'est plus difficile, au-delà de 35 ans, faire des grands changements. Parce que nous avons notre personnalité qui est en maturation. Et le système, pour maintenir un équilibre interne et pas rechercher toujours une évolution, il se met assis sur celle qu'on appelle un système d'osmose, un équilibre. Et dès que, par contre, un élément, qu'il soit externe, qu'il soit interne, décide de changer cet équilibre, peu importe s'il est bien ou pas, mais de changer cet équilibre, peu importe s'il est performant ou pas, mais de changer cet équilibre, peu importe si c'est fonctionnel ou non fonctionnel à notre épanouissement, il y aura toujours, dès que cette ligne-là, une de ces deux lignes-là, il doit se désaligner avec l'autre ligne, ça s'active forcément, la résistance au changement. Parce que c'est un système de protection qu'on a vu. Okay? Donc, et de là, ça sert à pas bouger les lignes, parce que sinon, ça va activer la résistance, mais on va pratiquement faire sorte qu'on crée un autre palier avec, bien entendu, la participation et l'envie et la vision et le souhait de notre client, dans lequel lui-même va décider de passer au niveau supérieur. Et donc, on sort de blocage, résistance à désir, plaisir, et donc on construit une nouvelle situation qui est, par contre, supposée à l'ancien. On ne va pas enlever l'ancien, on ne va pas dire « c'est pas bien ce que tu fais ». Ça s'appelle disputing. Dire à quelqu'un « ah, mais tu ne veux pas 10 kilos, mais ça, c'est pas bon ce que tu fais », ça va aller contre ses propres visions, ou en tout cas ses propres connaissances, et donc ça va créer un système de friction. Même si en face de nous, il y a l'expert qui, on sait, par les biais, que c'est, il y a un biais qui entre en compte, c'est le biais d'autorité, s'appelle. Cet biais d'autorité, c'est que quand nous sommes face à une personne attitrée, ou en tout cas qu'on pense l'être, on définit que ce qu'il dit est vrai. Et c'est faux, c'est un biais cognitif. C'est pas parce que j'ai une chemise, une cravate et une sacoche Louis Vuitton et j'ai la vérité absolue. OK? Qui soit, je pense, en termes d'autorité. Les biais d'autorité, c'est ça. C'est en fait, on a tendance, par l'apparence ou la connaissance, on pense que lui, il a, à définir un statut d'autorité dans notre vie. OK? Mais c'est totalement faux. On avait parlé donc
justement de ces systèmes de responsabilité, de prendre en charge, OK, dadadi, dadada, on les fait faire les 3 phases, on exploite dans les 12 étapes de l'extraction, les 16 étapes, les 28 étapes, blablabla. On a parlé de responsabilité et comme ça, je vais introduire entre la responsabilité et pourquoi le protocole est un grand avantage pour nous, on peut dire expert, pour après, comme ça, démarrer dans plus de compréhension sur EDLA. Et là, on est encore dans la vision. Okay? On parle de vision, on parle de qu'est-ce qui a poussé que est né EDLA. Quelles sont les visions, quelles sont les motivations, quelles sont les ambitions que nous avons derrière notre profession. Ou en tout cas, c'était ma vision, c'était mon ambition, c'était ma quête d'évolution professionnelle, humaine, d'accompagner les êtres humains. Et qui m'ont poussé à faire le voyage de recherche, de formation et compagnie. Donc, on a parlé de responsabilité et j'avais commencé à introduire en fait cette métaphore que vous êtes invité à aller boire un verre. OK? Imaginez que vous partez dans un bar et imaginez que vous arrivez au bar et la personne vous demande, donc cette personne qui était avec vous, qu'est-ce que tu veux boire? Et toi, tu dis, moi, je bois un coca, s'il te plaît. Et que la personne, il dit, un quoi? Et tu dis, une coca. C'est quoi un coca? Et la personne va vous les expliquer qu'est-ce que c'est. Bah, c'est une boisson gazeuse qui a le goût, grosso modo, de ça et ça, effervescent. J'aime bien, avec une rondelle de citron et du glaçon. La personne n'a jamais goûté ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, écoute, je te suis, je prends aussi. Et donc, le commis arrive, il vous sert en fait le verre, vous êtes dans la joie de partager ces moments, vous buvez votre coca. Et pendant ce moment de partage authentique, en bout de moment, la personne qui est avec vous, vous commencez à la voir qui devient pâle, commence à transpirer et commence en fait à avoir les yeux qui tournent un peu. Et là, vous lui demandez, est-ce que tu sens bien? Je te vois un peu pâle. Ouais, effectivement, je sens un peu de chaleur, un truc comme ça. J'ai la tête qui tourne. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je me sens pas tout à fait bien. Et là, vous lui demandez effectivement, est-ce que tu veux qu'on aille voir en fait quelqu'un? Et la personne dit non, non, mais non, reste là, ça va passer, ça va passer. Et là, la chose, plus les minutes avancent, plus devient grave, plus la personne se sent mal, jusqu'à qu'en fait, perd ses connaissances. Et là, vous êtes dans justement la partie d'inquiétude totale, maximum, et vous appelez les ambulances. L'ambulance arrive, prend votre copine, copain, et l'amène en fait aux urgences. La personne rentre aux urgences, vous êtes dans la totale inquiétude pour elle parce qu'il n'y a rien physiquement ou apparent qui ait pu se passer, donc c'est quelque chose d'interne. Mais quoi et comment, on ne le sait pas. Et en bout d'un certain temps, il y a un infirmier qui sort pour vous en dire un peu plus et vous dit, ouais, vous inquiétez pas, votre copine va bien. Il a fait en fait, par contre, une crise diabétique. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Et vous dites, on était au bar, on a consommé une coca. Et là, effectivement, l'infirmier dit, ah voilà, l'élément déclencheur. En étant diabétique, un montée de sucre excessif a fait cette crise diabétique. Donc oui, effectivement, il n'y a rien de grave, mais par contre, voilà le compte rendu et la cause qui a généré le mal-être de votre ami, c'est ça. Donc, diabétique. Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort, en fait, de l'hôpital, avec, bien entendu, avec toutes les précautions et les instructions, et que, à ce moment-là, il prend cette nouvelle réalité en soi. Donc, rentre à la maison, vous l'accompagnez à la maison, vous rentrez à la maison, tout va bien, vous avez un nouvel état de conscience aujourd'hui, les deux, et vous partez. Quelques semaines plus tard, la personne vous invite à la maison.
et dans ce nouvel moment de partage, en sachant que vous aimez le coca, il vous fait trouver une belle coca fraîche dans le frigo. Et là, quand il sort le coca, vous, un peu pour justement enlever un peu cette partie dramatique précédente, je dis, et toi, tu ne bois pas un coca? Et que la personne dit, ah, non, je ne bois pas un coca, moi. Je peux boire de l'eau. Et donc, vous riez autour de ça. Et tout ça se termine. Et donc, aussi l'histoire, ça se termine. Ben, dans cette métaphore du coca, il y a les piliers fondants du vrai mot responsable. Le mot responsable vient dans deux mots qui ensemble font la définition de répondre selon nos habilités à cet événement ou à cette nécessité ou à cette circonstance externe, en faisant appel à notre habilité. Répondre en fonction de nos habilités, présent ou absent. Présent ou absent. Mais responsabilité, en réalité, ça veut dire liberté. Liberté, pourquoi? Parce que si vous prenez les métaphores du coca, est-ce que la personne était responsable de son mal-être? Non. Il n'a pas pu répondre selon ses habilités parce que ça lui manquait la connaissance. Il ne savait pas d'être diabétique. Il ne pouvait pas dire je prends le risque ou pas. Il ne pouvait pas dire je le veux, je ne le veux pas, en conscience là-dessus, en sachant qu'il y avait ce jeu de la couverture courte. Tu vois. Il doit un prix à payer quelque part. Il est devenu responsable quand? Dès que l'expérience lui a permis de savoir quelles sont ses habilités à répondre à cette situation. Diabète, maintenant, grâce à l'effet que je sais que si quelqu'un m'offre un coca, à partir de ce moment, je peux décider d'être responsable, donc habilité à répondre selon mes connaissances et capacités, ou non. Mais là, c'est conscient. Donc, responsabilité, ça veut dire liberté et consciente. Et c'est la même chose que ça se joue quand le client vient à nous. Si on répond oui, c'est-à-dire si on veut devenir responsable, ça veut dire que à partir du moment que la personne vient à nous, on décide de, ça veut dire que là, on assume notre plus grande responsabilité par rapport en fait à le niveau de conscience qu'on a, c'est-à-dire les compétences, le savoir-faire et compagnie. Par contre, si vous répondez à cette habilité de donc responsabilité, si vous assumez parce que vous décidez, vous avez la liberté, vous pouvez dire non, comme vous pouvez dire oui. Je peux dire non au coca parce que je sais que je vais risquer d'aller à l'hôpital, ou dire oui et assumer de prendre le risque d'aller à l'hôpital. OK? Dans ce cas, on peut dire oui, mais vous comprenez que si on dit oui, selon les responsabilités, ça veut dire qu'on sait que à partir de ce moment, tout ce qui se passe derrière cette responsabilité dérive de notre plus grande zone d'influence là-dedans. Si tu décides de prendre le coca et tu sais que tu as un diabète, tu ne peux pas t'en apprendre à qui te l'a offert. Tu ne peux pas t'en apprendre au monde externe. Tu sais, c'est toi que tu décides. Donc, tu décides de répondre selon tes habilités. Et c'est la même chose que ça se passe dans le monde professionnel. Quand quelqu'un il vous donne une responsabilité, ok, ça veut dire que si ça se passe dans les bonnes formes, c'est que quelqu'un a dû d'abord interroger votre choix. Si je dis, Dina, ça c'est mon téléphone, ne fonctionne pas. Je peux te le donner pour le réparer? Si tu dis oui,
à partir de maintenant, c'est parce que tu sais que tu as les capacités techniques de le prendre, de le réparer. Si tu dis oui, mais que tu n'en as pas, tu ne peux pas répondre à travers tes habilités, c'est-à-dire que tu n'as pas la conscience, la compétence pour, et tu décides de le prendre et tu me le abîmes, tu n'apprends à qui? À toi. Mais je n'étais pas obligé de le prendre. Chose que si quelqu'un vous oblige à assumer quelque chose, là n'est plus de la responsabilité, c'est une obligation, n'est plus de la liberté. Responsabilité, c'est être libre de choisir, oui ou non. Mais si on dit oui, si dans une expérience professionnelle, pas la vôtre, mais dans une autre, quelqu'un vous dit Karim, je pense que tu as les compétences de faire évoluer ces projets-là. Et on t'a choisi comme un chef de projet. Est-ce que tu veux l'être? Quelqu'un qui veut... Là, pour le moment, il n'est pas encore responsable de ce qui se passe. Il n'a pas pris le temps de peut-être demander, analyser. Mais si vous prenez le dossier et vous dites, OK, laissez-moi regarder. Je vais regarder. Vous prenez le dossier, il y a tout, le protocole, les trucs à suivre, les projets, les machins, et vous évaluez que, yes, cool. Ah, OK, ça me plaît, je veux le faire. Là, tout ce qui passe après, du moment que vous avez pris le temps d'avoir eu cette liberté de choix, de répondre ou pas selon vos habilités que vous avez évaluées, être juste pour la cause et donc en compétence pour le faire, là, tout ce qui passe de ce moment-là dérive de votre compétence et pas de celle. C'est-à-dire que si vous dites non, j'ai regardé effectivement et merci de m'avoir apprécié, merci d'avoir pensé à moi, mais je me sens pas prêt pour. OK, le chef, sauf si c'est une obligation, dit non, je m'en fiche si tu veux, tu vas le faire. Là, ce n'est plus de la responsabilité. Là, ça s'appelle une obligation. Et si on revient à les cas dans lesquels Karim dit j'ai bien regardé et il y a quelque chose qui cloche, peut-être dans tes valeurs ou des choses comme ça, et tu dis je ne peux pas répondre selon mes habilités ou je n'ai pas trop de clarté là-dedans. Non, merci. Le chef, il va voir peut-être Cécile. Il va dire alors, Cécile, Karim a dit non à ça, est-ce que toi? Et Cécile dit oui. À partir du moment que Cécile a dit oui, parce qu'elle a fait ses évaluations, et il a répondu oui, je veux devenir responsable de ça, donc répondre selon mes habilités à ça. À partir de ce moment, si le projet s'effondre, où il va les étoiles, Karim, il n'y a aucune responsabilité de ça. Parce que lui a décidé de ne pas répondre selon ses habilités à ça. Cécile, oui. Donc, ce n'est pas parce que le client vient à nous que nous avons l'obligation. Nous n'avons aucune obligation. Il n'y a personne qui dit non, tu vas le faire. Non, vous êtes votre propre chef, vous êtes votre propre employeur, vous êtes votre propre décideur. Mais quand vous dites oui, eh ben, ça ne tient plus la route de dire ah non, mais j'ai dit que je veux répondre selon mes habilités, mais si je n'arrive pas, c'est toi par contre. Ah non, non, non. Ça, c'est la vision de la performance, c'est que quand on décide de répondre selon nos habilités, bien entendu, nous devons avoir à l'intérieur de nous analysé, compris et décider pleinement d'assumer notre propre répondre selon nos habilités à cet événement. OK? Donc ça, c'est le vrai concept de responsabilité qui est une des plus grandes formes de liberté qui existe au monde. La responsabilité, la vraie responsabilité. Parce que ça inclut que vous avez une conscience élargie de vous qui vous êtes, de vos compétences et tout. Et d'être consciemment, pas inconsciemment responsable, consciemment responsable. Et de dire, oui, j'assume. Ou oui, je vais répondre, à partir de ce oui, je vais répondre selon mes actes.
Et vous comprendrez qu'à partir uniquement de ce moment, que nous devons se sentir engagés et dire, je peux pas, à partir de ce moment, je ne peux pas mettre ma réussite dans les mains de mon client. Non, non, non. Je veux que la réussite, en tout cas, cet accompagnement que je vais faire avec le client, c'est entièrement, c'est la mienne. Je veux la protéger parce que c'est là-dedans qu'il y a toute mon essence. C'est ce challenge, cet engagement que je veux assumer d'abord avec moi-même et faire que bénéficier à mon client. Et ça ne doit pas être une obligation, mais une vraie sens de dire, waouh, j'ai la liberté. Une des plus grandes formes de liberté, c'est la responsabilité. Et j'ai les moments, l'occasion de dire oui ou non. Parce que quand vous pouvez dire oui ou non, vous êtes dans la liberté. Ça, c'est la forme de liberté. Le pouvoir dire oui ou non. Autrement, toutes les autres formes qui n'incluent pas la possibilité de oui ou non, ça s'appelle des obligations. Et là, malheureusement, dans les obligations, il y a un jeu que moi, perso, j'aime pas jouer. C'est pour ça que plus vous détachez votre vie des obligations, plus vous êtes dans la vraie liberté. Alors, bien entendu, il y a des obligations à s'arrêter avec un feu rouge. Mais est-il vraiment une obligation? Non, c'est une indication. Personne ne vous met une pistolet dans la tête et vous dites, si tu passes, je tire dessus. Non, c'est une indication de bonne forme. Après, vous pouvez passer avec le rouge et mettre à risque ou en péril votre vie et la vie des autres. Donc, les clients, on doit en fait être conscient aujourd'hui qu'eux ne sont pas responsables. La seule responsabilité qu'ils ont, c'est de faire le pas de nous revoir. Ce que c'est sa zone de responsabilité. Ils répondent à ses habilités. Je décide d'aller voir quelqu'un. Mais l'après, ils ne sont pas des réparateurs. Ils sont juste des décideurs à ce moment-là. Deviennent par la suite aussi complices de cette transformation-réparation parce qu'ils se sont confiés à quelqu'un qui sait le faire. OK? Stéphanie. Oui, en fait, je pose la question, mais je l'avais posée dans le chat à côté. Euh, Je veux juste une chose, pardon Stéphanie de t'interrompre. Je regarde plus les mains soulevées et donc prenez la parole si vous avez une question. Si vous écrivez dans les chats et chacun écrit dans les chats, peut-être que je me perds et que je ne vois pas et que donc en fait je risque de ne pas répondre au chat, mais plutôt levez la main si vous avez vraiment quelque chose. Après, si c'est un partage entre vous parce que vous partagez une vision dans les chats avec les camarades, vous pouvez le faire. OK? Dis-moi donc, Stéphanie. Oui, Stéphanie. ben, donc, ça veut dire, je posais ma question autrement. As-tu déjà refusé un client général? Euh, Parce que, en fait, ça veut dire qu'on pourrait refuser un client potentiellement. Ah, bien Mais entendu. Si j'ai refusé des clients, euh, plus que refusé, j'ai mis en conscient le client. Après, il n'a pas adhéré à ma vision et lui-même a décidé de ne pas suivre. d'accord, Euh, Parce que c'est pas que je refuse les clients, je partage avec les clients une direction et une pourquoi je vois cette direction être probablement la plus saine ou la plus efficiente. Je n'obligerai pas, par contre, la personne à la suivre. Donc, quand je refuse, c'est pas que je refuse, c'est qu'on n'a pas défini on n'a pas défini une route commune. ouais, voilà, c'est ça. Donc, oui, effectivement, on peut avoir des divergences dans notre métier. Je fais un exemple pratico-pratique. Vous ne l'avez pas vu parce que vous êtes entré dans le groupe WhatsApp collectif après comment il s'appelle, que Laura, elle avait partagé son retour de témoignage qu'il avait fait avec une cliente. Mais grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? Une cliente, il la contacte pour aider là, vient elle pour une session d'aide là et
grâce en fait aux enseignements aussi que vous allez avoir vous, détecte que son besoin prioritaire d'urgence, parce que nous on travaille avec cette philosophie d'accompagner nos clients dans leurs besoins prioritaires d'urgence, qu'ils soient conscients ou inconscients. En tout cas, on le met en avant. Trouve que il ne doit pas faire de là. Et il dit à la cliente, écoutez, pour moi la chose est comme ça, il y a un blocage traumatique là-dedans. Vous avez employé des mots, peut-être que vous n'avez pas été conscient au moment que vous l'avez dit, mais vous avez dit ça, ça, ça et ça. Est-ce que c'est vrai que ça et ça et ça s'est passé comme ça? La cliente dit, oui, effectivement. Et la cliente entend Laura qui dit, alors, avant de commencer et de partir dans cette direction, serait beaucoup plus efficient pour vous et pour votre épanouissement d'aujourd'hui qu'on libère d'abord cette partie traumatique-là et voir si encore nécessaire, entreprendre un autre travail complémentaire avec Edela sur autre chose. Mais sur cette chose-là, voilà votre priorité à l'urgence. Et donc la cliente, qu'est-ce qu'il fait ici? Si vous rappelez l'histoire de la télé, vous amenez, il fait un diagnostic et vous dit ça c'est le problème, ça c'est le prix, est-ce que vous voulez la réparer? La même chose. La cliente est là, il dit ah oui, ok, je veux. Laura applique le processus de libération traumatique. 30 minutes de temps, la personne est libérée, rentre chez elle. Quelques jours après, rencontre la cause principale de son traumatisme, active plus la mémoire en fait limitante. La personne elle est libérée. Il contacte Laura et lui dit c'était juste dingue ce qui s'est passé. Il raconte donc son état de félicité, t'es libéré, tout ça. Et à ce moment, Laura il fait ok, donc vu que ça, tout est résolu, est-ce que vous pensez encore que vous avez. Parce qu'elle voulait faire une expérience de là. Est-ce que vous pensez encore que vous devez faire de là? Oui, je veux faire de là, mais sur autre chose. Et donc, ils ont travaillé sur autre chose complémentaire, pas sur la même problématique. Ça, c'était fini. Donc, c'est ça, en fait, que si le client leur aurait dit non, ben là, je peux te garantir à 100% qu'il n'aurait pas dit oui, bon, ok, tu ne veux pas faire ça, on fait aide là. Non, il aurait dit je ne peux pas t'accompagner là. Parce que là, il savait très bien que s'il faisait passer par aide là, mais qu'il n'avait pas résolu le problème traumatique, la cliente sera revenue parce que les stimuli seront activés de nouveau le traumatisme. La cliente n'aurait pas avancé. Et donc, en étant conscient, elle savait qu'il allait potentiellement perdre une cliente si la cliente ne voulait pas. Parce qu'il veut dire non, non, je veux absolument faire aide là. Mais vu que justement Laura était responsable parce qu'il savait répondre selon ses capacités à la problématique, il a dit si c'est ça, je peux t'accompagner. Après, on peut décider. Après, on pourra faire aider là. Aider là, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas parce que c'est une curiosité. Moi, je veux ton bien. Je veux qu'on travaille sur ton besoin prioritaire d'urgence pour que tu libères, parce que tu puisses vivre, tu puisses être dans ton épanouissement. Tu ne veux pas le faire. Tu es libre. Mais je suis libre aussi à ne pas t'accompagner dans une route que je sais que je vais perdre, en fait, en termes d'efficience. Parce que ça va revenir, parce que la source stimulus n'est pas celle que tu penses, c'est celle qui est sortie. OK? Ouais. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas qu'il a refusé. Il a mis face à une prise de conscience. Et si le client disait non, je veux absolument aider là, il aurait dit, OK, alors, je ne suis pas le bon expert pour toi. Ce n'est pas ma vision d'accompagner juste parce que je dois gagner de l'argent. Vous voyez, ça appartient à ce monde de l'excellence. On veut le bien du client avant notre système financier. Ça ne veut pas dire qu'on brade, ça ne veut pas dire qu'on offre. Non, c'est une vision d'excellence d'accompagner nos clients. C'est une vision de jouer dans le plus haut niveau de performance pour que la personne ne doit pas revenir en arrière, doit avancer. Du moment que nous, on dit oui, c'est parce que nous, on sait qu'on l'a fait avancer. Et on décide de. Donc, refuser,
C'est plutôt c'est dans cette vision-là qu'on peut dire pleinement et dans plein de situations, oui, je fais un exemple après, juste pour revenir là-dessus et terminer cette parenthèse de responsabilité ou de dire oui ou non. Une fois, une personne, il était venu un manager me voir, j'avais encore mon bureau à Genève, et il vient voir, en fait, il me fait, ah, mais j'ai su que vous faites ça, ça et ça, et je veux faire cette formation. Je dis, OK, quels sont vos besoins, en fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous amène là-dedans? Ah, parce que moi, je suis ça, manager et tout, et je veux utiliser ça parce que plus j'atteins des objectifs, plus mon quota financier monte, c'est-à-dire les primes annuelles. Je dis, OK, bon, ça fait plaisir, vous avez l'ambition d'évolution de carrière, vous voulez atteindre des objectifs. Je dis, par contre, juste pour que je puisse comprendre, vous êtes tout seul ou managez des gens? Ah non, 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 justement, parce que je manage X personnes sous moi, et je veux que grâce à ça, je puisse le faire ce que je veux. Parce que comme ça, moi, je peux atteindre mes objectifs, indépendamment s'ils veulent ou pas. Ou... C'est comme ça, c'est les directifs, je le veux mettre en place et je veux optimiser mes performances là-dedans. Ah, je dis OK, indépendamment. Oui, indépendamment. OK, je dis, ben, je vous explique en fait ma vision. Et donc, je partage la vision. Je dis maintenant que, est-ce que vous avez pris conscience de ma vision? Oui. OK. À partir de ce moment, je peux vous dire en fait que je ne peux pas en fait vous faire accéder à la formation. Mais comment? Mais moi je paye. Je sais, tu payes. De toute façon, toi, comme les autres, tout le monde paye. Pas une histoire d'argent. C'est une histoire en fait de valeur, direction. Et je vois qu'un win. Il manque l'autre win. Je vois un seul win là-dedans. Et tu veux faire ça pour ton win à toi. Et sûrement, tu trouveras d'autres formateurs, d'autres visions pour. Dans ma vision, non. Je ne peux pas avoir en fait un seul win. S'il y a les deux wins, oui. Et donc, bon, bref, la personne monte sur ses cheveux, tout, machin. On fait un scandale et s'en va et je ne l'ai pas pris. Okay, donc, je n'ai pas donné l'accès. Et c'était quelqu'un qui était vraiment avec l'échiquier devant. Avec, OK, mais je peux vous mettre même 3 fois plus. Tu vois, il voulait acheter vraiment aussi celle qui était ma vision ou mes valeurs, ou en tout cas plier mes valeurs et mes visions à son propre et unique intérêt. Donc non, bien entendu, il y a plein de formes de refus qu'on peut mettre en place si nous ne sommes pas alignés à nous. Moi, tout ce qui n'est pas aligné, ça ne veut pas dire que mon alignement est la Bible. Non, non, pas du tout. Mais moi, je dois pouvoir sentir et savoir que je vais dormir tranquille, je pose la tête sous les coussins le soir et que je dors sereinement. Parce que ça veut dire que j'étais dans mon alignement. Après, une personne peut le critiquer, une personne ne peut pas l'accepter, une personne peut dire que c'est pas bon. Tout le monde a raison. On est 8 milliards 8, il y a 8 milliards 8 de vérité. Chacun a la sienne et à sa place. Mais par contre, qu'est-ce que ça concerne ma zone d'influence, c'est-à-dire aussi dans le monde, si on revient ici à cet espace de formation qu'on fait ensemble, tout qu'est-ce que c'est ma zone ici qui commence là et qui commence là, c'est mon alignement. Si tu veux, on le fait ensemble, mais on joue à ces jeux-là. Parce que je sais par contre que ce n'est pas pour une question d'ego, mais pour une question que je sais que si on fait ça, à travers en fait ces parcours-là, cet accompagnement, cet outil, ces trucs-là, on va obtenir cet résultat objectif. Et vu que je dois m'engager à te l'offrir, je ne peux pas jouer avec tes règles. Si je sais que je dois obtenir ces résultats-là, vous comprenez que jouer au jeu du client, ça veut dire que vous n'obtenez jamais ça. Vous obtenez en fait un autre résultat, bien entendu, mais ce n'est pas ce que vous pouvez vous engager à faire parce que ici, dans ce résultat, il y a toute ma responsabilité. Parce que je réponds oui à mes habilités. Et je sais qu'objectivement, si je fais tout ça, j'arrive à ça. Et tu me demandes de t'accompagner pour arriver à B, que je peux te l'offrir et garantir à travers cet résultat. Mais par contre,
pour te l'offrir à garantir cet résultat, les conditions sont celles-ci. Et là, on explique notre vision, la compagnie, tout ça. Moi, je sais que si je reste dans ces conditions, j'obtiens cet résultat. Si les résultats te conviennent, par contre, une fois que tu commences à jouer, tu ne peux pas changer les règles. Parce que si tu changes les règles, ben, tu ne veux plus jouer au même jeu. Et si tu ne veux plus jouer au même jeu, je ne peux plus garantir les mêmes résultats. Et si je ne peux plus garantir mes résultats, tu me payes pour ne pas te garantir un résultat. Ou pour pas, en fait, parce que tu veux être... Non. Les choses sont claires, simples dès le départ. Tu es A, tu vas arriver à B. Je peux t'offrir un résultat garanti là-dessus, à condition que. On y va? Oui. OK. Là, tu suis. Tu me suis. D'où, en fait, cette petite partie de 20% de responsabilité qui me suivent. Je fais un exemple banal, vraiment d'une chaîne banale. Un exemple banal. De qu'est-ce qu'elle représente le 20%? Étape numéro 1. Choix de domaine de vie. Je fais un exemple. Si je dis, OK, vous voulez plutôt travailler sur une partie personnelle ou professionnelle? La personne ne répond pas. Est-ce qu'on peut avancer? Non. Je ne peux pas avancer. Donc, la seule participation de 20% est qu'au protocole, aux étapes que l'on va faire, lui exprime ce qui est pour lui, à ce moment-là, sa justesse. Il doit juste exprimer. D'ailleurs, ça me fait attacher comme ça cette deuxième partie et qu'on termine comme ça cette partie de vision et de pratique avec la puissance du protocole. Mais pas le protocole. Et de là, je parle d'utiliser un protocole. Pourquoi EDLA est un protocole neuroscientifique? Parce que qu'est-ce qu'on entend pour protocole neuroscientifique? Un protocole neuroscientifique, en fait, c'est que il y a un problème détecté, situation. Pensez pas à EDLA, hein. Pensez à même la santé physique, okay? Les médicaments, les choses comme ça. Un protocole médical, c'est quoi? En fait, il y a un problème, une source, un activateur, un déclencheur qui fait qu'il y a une conséquence. Ces conséquences sont néfastes pour la santé. Donc, un protocole, ça se fait par essai, échec, essai, échec, essai, échec, essai, échec, fonction, résultat positif. Mais une fois qu'on a un résultat positif, ça ne veut pas dire que le protocole est définitif. C'est une étape. Attendre un résultat positif n'est qu'une étape d'un protocole. Un protocole devient un vrai protocole et neuroscientifique quand, en activant les mêmes étapes, peu importe les déclencheurs, j'obtiens toujours le même résultat, même si je change d'environnement. Même si je change, je fais un exemple. J'ai la grippe. J'ai donc bactérienne, donc j'ai un virus. Maintenant, si ce virus-là, il le prend Paul, Jacques, 20 ans, 30 ans, homme, femme, ou compagnie d'autres environnements, ce protocole fait que ce virus est débellé, enlevé, anéanti. Et donc, peu importe les cas de circonstances externes, le protocole produit les mêmes résultats d'une manière répliquée, peu importe l'environnement ou le contexte qui est baigné. Ça devient à ce moment-là un protocole. C'est-à-dire que tu obtiens un résultat et ce résultat, peu importe les conditions, va toujours être à la suite de ces étapes, peu importe l'environnement, le contexte qui se trouve. Et ça sert à quoi un protocole? Par tentative, échec, réussite, échec, réussite, échec, réussite, ça sert à réduire presque à zéro les possibilités d'erreur. Plus on arrive vers le zéro, plus le protocole est en maturation et terminé. Et on peut devenir après les pratiques. C'est pour ça que normalement, si on va dans la partie médicale, avant de introduire un médicament sur les marchés, a dû passer un système de protocole répété dans les années avec des tests, des choses comme ça. Alors, sans entrer, est-ce qu'ils le font ou ne le font pas? Okay. Normalement, sous certains protocoles, c'est 20 ans carrément qu'on doit avoir. C'est un peu l'histoire qui est née aussi avec un peu la COVID, qui ont parlé de justement un antidote
pouvait pas l'être sans avoir en fait passé autant d'années de... Bon, bref. Le concept est que on arrive en fait, un protocole, ça sert à réduire à zéro les erreurs pour obtenir et optimiser toujours le même résultat. Si on revient plutôt à nous, en tant d'experts, quel est l'avantage d'avoir en fait un protocole? Donc, quand on parle d'un vrai protocole scientifique, je ne parle pas d'une méthode, je parle d'un protocole. Protocole, ça veut dire qu'il produit un résultat, peu importe l'environnement, et que c'est de manière répétée, égale, le même résultat. Tous les fois, qu'on applique tous les fois, il y a ce résultat. C'est qu'à différence de l'interaction humaine, le protocole a été étudié, affiné, afin qu'on pouvait le libérer des erreurs. OK? Donc, il n'y a plus d'erreur. Si j'applique ce protocole, j'obtiens un résultat. Donc, il n'y a pas d'erreur. Chose que quand nous intervenons avec nos clients et nous n'utilisons pas un protocole, qu'est-ce qui se passe? Le client en face, patient. Nous, accompagnants, experts, nous interagissons ensemble à travers quoi? À travers les erreurs cognitives. D'où que ça vient, les biais cognitifs. Cette distorsion. Donc, ça veut dire que soit nous, soit le client, donc que soit avec le client ou l'ensemble des deux, nous, notre interaction est biaisée par des erreurs cognitives, par ce qui est des biais de confirmation en grande majorité, c'est-à-dire vu qu'on a une vision du monde ou de l'accompagnement ou du problème ou d'avoir de nos compétences, on confirme que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dans cette interaction, ça veut dire que quand nous n'utilisons pas un protocole qui n'a pas d'erreur, on utilise les erreurs pour avancer. Selon vous, quel est plus efficient? On avance avec quelque chose qui n'a pas d'erreur ou on avance avec quelque chose avec des erreurs? Quel est le plus efficient, selon vous? C'est sûr que pas d'erreur. s'il n'y a pas d'erreur, c'est même plus facile. Pourquoi? Parce que si j'enlève dans l'équation de la transformation la résistance et les erreurs qui activent la résistance, le parcours, le voyage, la transformation, a d'autres résultats. Autre à d'avoir d'autres résultats, il a aussi d'autres formes plus amusantes, moins problématiques et moins à me bullshiter la tête à dire là où je passe, comment je passe, est-ce que c'est la bonne, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire. Non. On sait que le client arrive à nous, on la met dans cette train qui a 28 arrêts, bien précis, 28 passages, mais qu'il a une seule et ultime arrêt dans lequel le client descend de ce train uniquement quand les 28 étapes sont passées, parce qu'il sait que ça, c'est son arrêt. Il ne doit pas descendre à la première, à la deuxième, à la troisième. Non. La sortie de ce wagon qu'on lui met à disposition, c'est à la fin de la 28e étape, quand le résultat de transformation objectif, il s'est produit. Donc, l'avantage d'avoir en fait un protocole qui crée des résultats à l'identique, peu importe l'environnement, 100% objectif et systématiquement, c'est une des plus grandes libertés d'accompagner nos clients. Liberté de, on sait qu'on produit un résultat, on sait qu'on n'a même pas besoin de faire de l'analyse, on sait qu'on n'a même pas besoin à se questionner ou douter sur nos capacités ou se questionner par où je passe, par où je commence. On sait qu'on ne va pas faire des sessions à rallonge là-dedans. On libère et ça va être en fait la partie plus difficile à accepter et vous allez voir. Une des parties les plus difficiles à accepter, c'est que vous ne faites pas confiance à 100% au process. Au début, ça va être une inertie, une résistance, parce que vos propres biais cognitifs vont faire sortir que votre vision, parce que vous avez appris des outils, vous avez appris une formation, vous avez appris d'autres parcours de formation, vont venir vous déjouer ce tour, à dire, au lieu de rester fidèle aux 28 étapes, je passe par mais après, je sors un peu par là, je sors un peu par ci, je sors un peu par là parce que je coach, parce que je fais comme ça. Et bien là, ça va être en fait la perte d'efficience. Je veux faire, et je viens à toi, Dina aussi, je veux faire en fait un tout petit retour
de toute façon, vous allez la rencontrer aussi, même si elle est déjà certifiée coach et tout ça, mais elle sera toujours avec nous. Euh, Avant, ça, comment elle s'appelle? Charlotte Menu. Charlotte Menu, dans une des ateliers qui avançait dans son apprentissage, il partage en fait ce qui avait changé réellement la vie pour elle avec cet apprentissage. Et il nous dit, elle est nutritionniste, elle travaille avec les crises alimentaires, les machins, toute la partie nutritionniste, toute la partie comme ça, transformation alimentaire. Et il dit, ce qui est intéressant et ce qui m'a changé totalement la vie dans la profession, c'est que je ne pense plus à rien en fait. Je sais que quand un client vient à moi, avant de commencer, peu importe mon programme, d'abord, je la fais passer là-dedans, mais je ne me pose même pas de questions. C'est juste pas parce que je sais que je produis un résultat objectif, neurologique et aussi physiologique, et que c'est de là que ça s'ouvre toutes les portes. Et avant, je me bullshitais la tête à comprendre, à faire, et je coach par là, et j'hypnotise par là, et je fais comme ça. Là, maintenant, je sais, je ne me pose plus de questions, et j'ai compris que dès que j'ai fait confiance à 100% sans me poser la question, je sais que je dois obtenir des résultats, des réponses bien précises en fonction de l'étape dans laquelle je suis avec les clients. Je fais juste suivre ça. Et c'est juste dingue. Ça m'a libéré totalement la tête. Et je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus puissant et plus sereine dans mon opération, dans mon suivi, dans ma transformation avec les clients. Et effectivement, au début, elle partageait exactement ça. Cette résistance à faire confiance parce qu'on se pose plein de questions. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, systématiquement à 100%. Même quand vous le faites mal. Mais quand je dis vous le faites mal, ça ne veut pas dire que vous ne respectez pas les étapes. Ça veut dire que vous rallongez les étapes. Ça veut dire que ça vous manque de fluidité, ça vous manque d'expérience. Donc, c'est normal de ne pas être efficient dès le départ. Là, au lieu de faire 2 heures, vous faites 2 heures et demie, 3 heures. Donc, ça veut dire que vous êtes été moins efficient, mais toujours efficace. Mais même si vous faites mal, que vous avez décentré peut-être le travail sur une croyance, que vous allez comprendre en fait de la partie d'extraction, même si vous trompez, vous produisez toujours un résultat de transformation parce que vous changez la carte cognitive toujours dans le bien respect de la cliente. Hein. Ce n'est pas qu'un client, ils veulent acheter un téléphone et il ressort de votre magasin avec un micro. Non, il sortira toujours avec un téléphone. Okay. Donc, vous faites toujours exactement le bien au client. Donc, dans les pires des cas, comme ça, je réponds aussi à une question probable que vous allez vous mettre dans la tête, c'est et si je me trompe, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, si je ne fais pas dans l'efficience au début, même quand vous vous trompez, et de la fonctionne. Fonctionne avec plus ou moins d'efficience, d'efficacité et d'efficience, il fonctionne toujours. Vous ne pouvez jamais faire des dégâts pour la personne. Je parle du point de vue neurologique, des choses comme ça. Parce que de toute façon, on travaille avec le conscient et l'élargissement de la conscience des gens, de soi et de ce qu'ils réellement veulent dans sa vie. Maintenant, on a peut-être, s'il y avait 3 routes, 1, 2 et 3, où 1, elle était la plus rapide en faisant à la perfection et de là, et 2 et 3 en rallongeant en fait, et les plus longues, vous arrivez toujours au même endroit, avec sûrement des performances à moins. Mais ça arrive avec l'affinage, ça arrive avec la pratique, ça arrive avec l'autorisation de faire des erreurs et de corriger les erreurs. Dina, je vois ta main. Oui, en fait, donc ça veut dire, si je comprends bien ce que tu as dit, c'est qu'en fait, on va pouvoir balayer tous les types de problématiques que les personnes ont envie de traiter, en fait. C'est ça que ça veut dire. J'ai pas bien compris ce que tu as compris. Est-ce que tu peux me le reformuler, Alors, s'il te plaît? en fait, ce que je veux dire, c'est que, parce que, exemple, moi, je suis pas dans le domaine, exemple, de la minceur, je suis pas dans le problème enfin, dans le domaine du sportif, je suis pas dans le domaine, ben, il y a plein de domaines, en fait. Et donc, si je comprends bien, en fait, grâce à enfin,
Cette matrice, ce à la protocole. méthode, mais grâce à Edela, on va pouvoir balayer tout type de problématiques. Est-ce que c'est ça? Alors, tu veux dire plutôt que grâce à EDLA, à la formation, à Oui, la compétence EDLA, tu pourras intervenir pas uniquement dans un domaine spécifique, mais avoir la oui. possibilité d'interagir avec plein de domaines Oui, de la d'avoir vie un d'une personne. spectre plus large, parce que, exemple, je te demande, je te pose cette question parce que, en fait, bon, moi, j'ai envie j'ai envie d'intervenir sur Je la peux cohésion. me permettre de te donner, en fait, déjà répondre de manière, justement, l'efficience. Oui, Peu dis-moi. importe ton domaine, est-ce que tu me dois juste dire oui ou non? Peu importe le domaine, est-ce que tu vas opérer un changement? Un souhait A, une destinée B, Oui, quel que soit, oui, 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 effectivement. et de là, est là-dedans. D'accord. Ok, OK? d'accord. J'ai compris. Ok, On interagit merci. avec les mécanismes de fonctionnement de l'être humain, que c'est A et B. Je suis A et je ne me plais pas. Je veux B, que c'est ça que j'aime. Je ne sais pas comment y aller. Bon, nous, on intervient avec les mécanismes qui freinent la personne pour y aller, ou qui bloquent la personne, ou qui limitent la personne pour y aller. On fait sauter le verrou et on a fait notre job. Et de là, fait ça. On intervient avec tous les mécanismes. Et dès qu'on va rentrer aussi, justement, de la partie, on peut dire, un peu plus diapositive, que je voulais laisser plutôt pour la deuxième partie de cet après-midi, euh, vous allez comprendre, en Oui, fait, plus cette partie, euh, toutes ces notions de fond qu'on a vues dans cette première partie de la matinée. Mais c'était pour moi important vous permettre de voir quel est réellement le potentiel que vous êtes en train d'acquérir. Et les grandes étendues qui va très loin de possibilités devant vous. Bien retrouvé, on est compromis dans la partie finale de cette vidéo. Bravo, je veux vraiment te féliciter pour avoir pris tout le temps pour regarder toute cette vidéo, avoir pris l'initiative de passer à l'action pour te former, grandir encore plus ton évolution professionnelle. Et j'espère en fait que toute cette formation, en tout cas c'était dans ce but que je l'ai créé et mis à disposition, c'est pour permettre à des experts de voir différemment quelles sont en réalité les bases solides des transformations durables et sur quoi on doit travailler avant toute autre chose. Donc, arrivé à ce moment de la vidéo, voilà, c'est pour moi cette reconnaissance, c'est une forme de gratitude que je voulais te faire part pour te remercier d'avoir passé du temps avec moi. Et à ce moment, j'ouvre exceptionnellement aussi celles qu'on appelle les candidatures aussi à EDLA. Quelles sont les candidatures à EDLA? Pour entrer à apprendre la méthodologie ou en savoir plus sur les préceptes et des choses comme ça, comme tu peux le voir, que ce soit sur mon site ou ailleurs, il n'y a pas la possibilité d'acheter cette formation comme le font d'autres ou comme le font d'autres formes d'instituts, d'écoles, pour donner à tout le monde la possibilité d'entrer dedans. Malheureusement, nous, en tout cas, moi personnellement, j'ai une nouvelle vision d'accompagner les êtres comme toi, donc les experts comme toi. Et pour moi, ce qui est important, c'est garantir des résultats. Je veux que pas uniquement la méthode qui garantit des résultats, moi, dans la forme d'apprentissage, dans la pédagogie, je dois en fait avoir du résultat d'excellence à mes clients. Et surtout, dans cette vision d'excellence, moi, je crois fortement que quand on est dans un nombre restreint, on peut suivre l'évolution de chacun de près. Effectivement, les possibilités d'entrer dans la méthode doivent passer par cette filtre de candidature pour voir effectivement est-ce que on a des liens, est-ce que la vision est commune, est-ce que les besoins que tu portes vers tes clients correspondent à les attentes que nous donnons en termes de prestations. Est-ce que la vision que tu portes de libérer, transformer, accompagner est dans la même direction que la philosophie du processus est de là? Si c'est le cas,
exactement on pourra entrer dans cette phase de profil idéal pour entrer dans la méthodologie et bien entendu, sans aucun engagement, bien entendu, cette candidature sert juste à créer les bases de connaissance de l'être humain et pour nous, l'être humain est fondamental. Cette sélection est importante pour la réussite de chacun, pour l'équilibre du groupe et surtout pour que tes clients finaux aillent devant un expert avec une capacité démesurable, avec une facilité, une aisance et une mémorabilité hors pair. Et pour faire cela, cette sélection est importante. Mais pas parce qu'il y a une différence entre qui a plus ou moins de capacité, parce que ça s'ouvre à tout le monde sous ce côté-là. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui a 30 ans de métier et quelqu'un qui vient de démarrer. Tout le monde partira aligné. Mais tout le monde doit partir aligné aussi sur quelque chose qui sont les valeurs personnelles, la construction de cette passage de temps ensemble, parce qu'on passera du temps ensemble, parce qu'on aura des ateliers live, parce que tout est fait en live. Et la relation humaine, l'équilibre du groupe est important à tel point que ça se crée une amalgame, une union, une fusion de personnalités qui crée une énergie de dingue. Et pour faire cela, la sélection, elle est extrêmement importante. Et d'ailleurs, ça permet aussi à le candidat de venir en fait découvrir plus en profondeur ces préceptes et comprendre, ok, est-ce que c'est réellement au-delà de toute cette discipline que ça me plaît, mais est-ce que comment cette discipline aussi, ça s'applique, la forme de pédagogie, la forme d'apprentissage correspond réellement à mes besoins du moment. Et donc, ça permet comme ça à les deux parties de pouvoir clarifier toutes ces positions et si c'est le cas, on fera un bout de chemin ensemble. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'était juste comme ça et qu'on aura profité de cet espace de 45, une heure de temps pour encore plus de la valeur. De toute façon, tu sortiras dans un sens ou dans l'autre avec énormément de valeur parce que dans cette aussi candidature, ça me permet de déjà voir quels sont tes besoins plus personnalisés et te donner déjà des solutions et des clés à la main pour l'exploiter immédiatement dans tes sessions. Et surtout aussi, c'est clair, et je suis sincère avec toi, à l'intérieur aussi de ce parcours que c'est la matrice EDELA, nous abordons en plus des choses complémentaires pour devenir un expert mémorable, un expert qui arrive avec aisance, simplicité, facilité à transformer toutes les problématiques clés, c'est-à-dire les racines de toutes les problématiques, que ce soit dans la sphère des traumatismes, des expériences limitantes, que ce soit dans les pensées limitantes, que ce soit dans les croyances limitantes, que ce soit dans l'estime de la valeur, de la confiance en soi. On aborde toutes ces choses-là. Vous avez accès aussi à des protocoles supplémentaires de transformation rapide qui viennent dans l'école de Palo Alto, qui vient en fait dans l'école des neurosciences et tout ça. Et en plus à tout cela, on aborde aussi quelque chose qui est complémentaire, c'est-à-dire, ok, mais comment je fais arriver des nouveaux clients? Donc, cet fameux secteur marketing, création d'offres, exploitation de les mécanismes de la vente et compagnie. Donc, c'est vraiment un parcours hyper riche, hyper complet et qui donne en plus une vitrine dans la francophonie internationale avec nos services. Et bien entendu, pour que tout cela soit vraiment compris, accepté ou compris si cet alignement il est là dans cette justesse et qui respecte cette évolution, cette vision, cette identité que tu incarnes, pour voir si tout ça s'est aligné. Bien entendu, dans cet espace, on pourra aborder tout cela. Donc, si tu souhaites candidater, si tu souhaites venir passer du temps ensemble, je serai honoré et ravi de t'avoir en live dans cette rendez-vous sans engagement. Donc, à toi de savoir si tout cela, ça te parle. En tout cas, moi, je te remercie encore une fois pour avoir visionné toutes ces vidéos et je te dis donc dans notre prochain échange. Si tu appuies sur le bouton de candidature et qu'il ne t'amène pas à prendre un rendez-vous, ça veut dire que les candidatures sont fermes, ça veut dire en fait qu'il n'y a plus de place et ça veut dire que probablement il va falloir attendre pour pouvoir entrer à l'intérieur de la matrice EDELA.
Si au contraire, tu cliques et tu tombes en fait sur une agenda à disposition, avec des créneaux à disposition, ben, ça veut dire encore qu'il y a possibilité de candidater immédiatement et qu'il reste encore quelques places pour entrer, faire cette candidature et décider, bien entendu, si c'est le bon moment ou la bonne occasion ou la bonne chose pour toi et pour tes clients. Et si c'est le cas, je serai ravi de faire ces parcours ensemble. Je te laisse faire la suite. Je te dis à bientôt et merci encore pour avoir passé ce temps ensemble. Allez, bonne continuation et à bientôt.